très bien. Alors je résume, il y a 4 petits dossiers, on va voir celui de quand il a 21 ans, et on voit très bien d'ailleurs à quel point il est... Le comédien ressemble beaucoup. Hein. Et quand on regarde les tout premiers autoportraits de... Alors je disais que j'ai pris le parti de dire Munch au lieu de Munch. C'est parce que comme je n'ai pas d'accent, je préfère le franciser directement, totalement, ça sera plus sûr. Et donc 4 périodes, la première de jeunesse où il va, je vais montrer des choses autour du portrait, parce que c'est un remarquable portraitiste avec des grands changements dans son travail. Et puis la deuxième morceau, celui de Berlin, qui est télescopé dans Aujourd'hui, mais c'est le deuxième morceau, c'est mon deuxième petit dossier, il a 29 ans. Il fait une exposition, il est invité par des Berlinois en 1892, et ça doit exploser, et c'est un scandale énorme. Ils font fermer l'exposition. Et donc le fait de le filmer de cette façon-là donne quelque chose d'assez tonique. Le quatrième, c'est celui, je vais vous montrer beaucoup de paysages, parce que Munch n'est pas connu pour ça, mais c'est incroyablement beau, très très puissant. On le voit tout nu, mais les gens du Nord ont un rapport à la nature, ou la nudité, le rapport au paysage, au bain, c'est très important. Il suffit d'aller en Suède, vous n'aurez plus jamais de complexe à aller sur des plages naturistes, tout le monde s'en fout. En Norvège, pareil. Et puis la dernière chose que je montrerai, c'est ses autoportraits, parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ne travaille pas que sur l'angoisse. Et c'est là où je trouve que le film est très réussi, c'est que chez Munch et dans ce film, beaucoup de vie, beaucoup d'énergie de vie. Autoportrait de jeunesse, on peint de cette façon-là. Je vais montrer 4 morceaux, donc les portraits sur ce Munch avec un métier assez traditionnel. Il apprend à peindre tout seul parce que son père veut absolument qu'il fasse des maths. Son père est médecin militaire et il n'est pas commode du tout. Il croit que c'est un hobby, il ne va pas du tout être sympa. Et je vous ai dit que le rapport à la maladie et à sa famille en train de disparaître continuellement est tout le temps présent. C'est-à-dire, ils ne font pas semblant de mourir. Les portraits, je voudrais les montrer parce que le travail de Munch va évoluer énormément en très très peu de temps. Parce que ça, c'est les premiers portraits qu'il fait seul. Il va rencontrer ce peintre qui s'appelle Christian Krog, qui est norvégien, et qui peint des choses, on appelle ça naturaliste. C'est de la peinture comme on l'a fait dans les années 1880. Pour vous situer, Van Gogh est un super refuge pour les profs d'histoire de l'art. Il commence la peinture en 1880, il se suicide en 1890, donc il nous fait 10 ans de pile. Merci. Ce qui fait que la peinture comme celle-ci, elle est à la fois très répandue. Peut-être vous connaissez le Suédois Larsson, qui fait les petits intérieurs à l'aquarelle, c'est très très beau, c'est ces périodes-là. Hein. Et puis depuis quelques années, le Petit Palais a montré Zorn, tous les peintres virtuose, c'est-à-dire c'est un mélange de peinture réaliste qui représente la réalité, mais avec un travail de touche et de couleur qui est influencé par l'impressionnisme. Et donc c'est le travail du prof qu'il va croiser. Il ne va pas suivre d'études directement, il va travailler avec des modèles, parce qu'il va se barrer de ses études de maths, et là c'est pas évoqué du tout, beaucoup plus chez Munch. C'est-à-dire, il va aller dans un quartier, si vous avez l'occasion de lire sur ça, c'est très passionnant. Il y a un quartier d'Oslo qui s'appelle Christiania, qui est un quartier autonome anarchiste, depuis la fin du 19e siècle, c'est-à-dire il est autogéré. Au Danemark. Oui, oui, pardon. Et donc, il va y traîner, et il va se confronter à toutes ces idées anarchistes et à cette idée de... ne plus avoir de maître. Et aussi à cette idée d'écrire toute sa vie des carnets. Alors, ils sont tous scannés, on peut les retrouver énormément. Il y a quelque chose qui m'intéresse chez Georg qui est là, Krog, c'est que la façon dont il compose l'image, vous voyez, la table a l'air de descendre par terre. On est à la fois de face et à la fois du dessus. Il est en train d'écraser la perspective, ce qu'on va retrouver énormément dans le travail de Munch. Voilà, encore Krog, une mère endormie avec enfant. C'est à la fois, on pourrait le regarder comme quelque chose qui est un peu misérabiliste, hein, d'une époque où on peut l'être, et où on en voit beaucoup au Petit Palais. Si vous allez vous promener dans la partie musée, sur la deuxième partie après Courbet, entre 1850 et 1900, on va se mettre à représenter des gens pauvres,
S'il y en a qui viennent de Nancy, il y a un peintre qui s'appelle Friand qui a fait beaucoup ça, c'est très très beau. C'est-à-dire c'est hyper virtuose, très beau, et en même temps des images qui vous donneraient envie de pleurer tout de suite. Avec des gens malades, avec des gens qui sont pauvres, avec des gens qui vivent dans la rue. Marie Basse-Kirchhoff fait des choses comme ça, c'est une grande mode qui va se développer énormément. Par contre, ce qui m'intéresse là, c'est pas seulement la virtuosité, parce qu'il va s'en éloigner assez vite, c'est la façon dont l'image est composée, on est encore un peu du dessus et un peu de côté. Oui, on a l'impression qu'elle est quand on regarde le morceau du haut, on est de face, et là on est au-dessus du berceau. On a la vue plongeante au-dessus du berceau, il doit être très très près, et on est presque un peu en dessous du personnage. L'air de rien, c'est une gestion de l'espace qui, vous voyez, la table accentue encore ça sur la gauche, une gestion de l'espace qui est assez curieuse. On revient à du Munch de jeunesse, c'est de la peinture absolument traditionnelle, et des portraits. Comme on aimerait en voir plein encore aujourd'hui, on est en 1884. Et c'est sa sœur. Ah oui, quand il est au bord de l'eau avec un feu sur la fin, et qu'il parle, il parle à sa sœur aussi. Parce qu'ils sont dans le lit, il la tient dans ses bras, comme il couche avec tout le monde, on ne sait plus. Et il ne couchait pas avec sa sœur. Sa sœur en portrait, une des 7 survivantes. Si vous aimez les petites histoires qui font pleurer, lisez la vie de Munch, c'est vraiment absolument passionnant, parce que c'est la sœur aînée qui devait être peintre, qui était douée pour l'art, alors que Munch, enfant, était plutôt turbulent, et elle va mourir à 15 ans. Ah, vous en aurez pour votre argent si vous aimez les rebondissements. Ce qui m'intéresse là, c'est que vous voyez, avec une peinture comme ça, qui va commencer à faire connaître Munch hors de Norvège, c'est la façon dont il intègre le paysage avec le personnage. C'est-à-dire que les formes qui sont tout autour, on a une peinture, il peint beaucoup à l'eau, il peint à l'huile et à l'eau. Et c'est assez répandu, mais ça fait qu'on a des endroits où on a l'impression qu'il y a des superpositions de couleurs légères, par petits effleurements. On le voit quand il peint très vieux, il est en train de frottouiller des petites choses, et c'est ce qui fait sans doute qu'il y a des peintures entamées continuellement. Il est continuellement en train de travailler à tout en même temps, parce qu'il va travailler par couleurs superposées, par petites griffures, c'est très peu empâté, c'est très peu opaque. Et cette façon de jouer avec la couleur donne beaucoup de force à la couleur, au pigment, parce qu'en fait, quand vous avez une toile qui est assez claire, si vous mettez un petit jus léger, le blanc de la toile va refléter la lumière beaucoup plus facilement, ça aura l'air beaucoup plus lumineux que si vous mettez quelque chose d'opaque. Et si vous superposez un orangé sur un bleu, vous allez avoir un brun, parce que la complémentaire l'un sur l'autre va foncer. Mais si vous ne les superposez pas très bien, ou si vous laissez sécher entre deux, ça va vous faire un brun qui va vibrer. Ce qui est intéressant là, c'est que le portrait est ressemblant, on a tout ce qu'il faut. On ne sait pas, on pourrait dire qu'elle est mélancolique, puisqu'elle est sur la plage. Mais il y a deux choses qu'on va retrouver assez régulièrement, qu'on a déjà vu avec le travail de Croc, c'est cette façon d'être dans l'espace qui est curieuse. On dirait qu'elle a posé dans l'atelier, de profil, et puis qu'il l'a plaqué dans un paysage dans lequel elle n'a pas l'air complètement ni de pressentir, ni d'avoir envie de se baigner, ni d'avoir du danger, Elle a l'air d'être indifférente à ce qui est autour d'elle, alors que ce qui est autour d'elle est très grand. Elle est toute claire, elle est plutôt de couleur chaude, et tout l'ensemble est plutôt bleuté. Et en exagérant à peine, parce que ça va venir de plus en plus, vous voyez, la forme de sa robe, c'est un caillou. On dirait que c'est stylisé d'une façon très très simplifiée. Et c'est ce qu'on va retrouver dans plein de façons de travailler de Munch. C'est ce qui le sépare de cette façon-là précédente. On a une peinture encore réaliste par touche, un peu impressionniste, et puis petit à petit, il va se mettre à faire jouer la couleur et à la faire vibrer. Et c'est pas évoqué non plus, mais cette petite peinture-là me permet de rappeler qu'il va 2 fois à Paris pour se former, parce que c'est là qu'il va voir Strindberg, et c'est là qu'il va rencontrer toute l'avant-garde. Et il y va aussi parce qu'il y a encore une épidémie redoutable en Norvège à ce moment-là. Et ce qui est très étonnant que j'ai jamais trouvé, alors attention, accrochez-vous, soit ce que je dis est génial parce que je ne l'ai jamais vu, soit c'est complètement faux, alors méfiez-vous de ce qu'on vous raconte. Vous êtes prévenus. Je vais vous montrer un truc incroyable que j'ai trouvé tout seul comme un grand, ça fait 30 ans que je fais ça, alors c'est normal, de temps en temps on trouve un truc. Il va à Paris,
il va au Louvre, il voit les impressionnistes qui sont là depuis les années 70. 72, impression soleil levant, grande expo impressionniste 74. On est en 84, c'est 10 ans plus tard. Donc il y a des expos impressionnistes, il en voit, c'est obligé. Et je n'ai pas de preuve qu'il a vu Caillebotte, mais Caillebotte, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que Caillebotte, c'est un peu particulier, en plus d'être un Essonien. C'est que c'est une peinture qui est un peu comme celle de Munch, pas si impressionniste que ça, c'est pas du pointillisme, c'est pas des touches un peu libres, ça reste assez dessiné. Il y a deux grandes familles d'impressionnistes, ceux du côté du dessin comme Degas, Caillebotte, Manet, si on le met avec, et puis ceux qui sont plutôt de la touche, qui va être Sisley, qui va être Monet. Et chez Caillebotte, il y a deux choses qui sont intéressantes, c'est ces bleus, qu'on va retrouver très souvent chez Munch. Et puis surtout, c'est ça qui est assez redoutable, c'est qu'il va prendre avec l'arrivée de la grande ville du 19e siècle, Haussmann monte les bâtiments. On n'a pas encore inventé le gratte-ciel parce qu'il faudra attendre la fin du siècle, c'est juste après qu'on invente l'ascenseur pour monter plus haut. Caillebotte va être le premier à peindre des choses vues du dessus de façon écrasante. Et c'est un petit rond-point boulevard Haussmann. Et encore un Caillebotte. Oui, on dirait, si vous avez des souvenirs de collège, on dirait un Mexicain qui est en train de faire du vélo. Si vous n'avez pas de souvenirs, remettez-vous à ça quand même, c'est la base. Il y a eu une exposition au Beaubourg de Metz, que je prononce comme ça pour pas que vous confondiez avec la magnifique ville à côté de Boutigny, qui a montré que les premières vues d'avion avaient sans doute influencé l'invention de la peinture abstraite. C'est-à-dire que quand on voit du dessus, tout est écrasé, tout devient des formes, des masses. Et petit à petit, vous comprenez que cette robe de la sœur de Munch, qui devient un caillou, c'est aussi quelque chose comme ça. Cette façon de styliser l'univers va tout changer. Et va influencer Munch. Ça, c'est encore du Caillebotte. Et pour ceux qui s'endormiraient, je vous préviens tout de suite, cette idée de balustrade forcée qu'il y a dans le cri, à mon avis, ça vient de là. Encore des tableau de Caillebotte, avec quelque chose qui est aussi dans l'esprit, alors il n'est pas tout seul, hein, ni Munch lui-même, les peintres de la bascule du 19e au 20e siècle vont jouer de ce que le spectateur attend, c'est-à-dire nous avons un portrait, mais on ne le voit pas bien, et on ne voit pas ce qu'il voit. Donc le spectateur commence à se demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Si vous aimez le théâtre de ces années-là, de la fin du 19e, chez Tchekhov, il ne se passe pas grand-chose. On s'attend à ce qu'il se passe quelque chose et puis il ne se passe pas ce qui est prévu alors qu'on sait très bien que ça devrait se passer. Et donc autant qu'on n'y aille pas. Et donc sur ce presque rien, c'est ça que le théâtre va fabriquer, c'est-à-dire d'écrire sur un entre-deux, entre les personnages, entre quelque chose qui ne se sont pas tout à fait dit. Et sur le fait qu'on a un peu perdu le sujet, on a un portrait en ville, on ne voit pas tant que ça la ville, les portraits sont un peu lointains, et la perspective est forcée. Il faut dire que ces balustrades qui font un peu théâtral chez Haussmann, parce qu'on dit de Paris que ce sont des façades de théâtre, c'est aussi ce clin d'œil au théâtre, quelque chose qui va se retrouver chez Munch. Voici la peinture qu'il fait en revenant de Paris. Je suis revenu à Munch. Gardez dans votre portefeuille que Caillebotte va revenir. Il est à l'entour de Paris, et il en fait quelque chose comme ça. On voit que la bascule du réalisme est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on a un portrait, voilà, chapeau, silhouette, main, reflet, paysage. Voilà, ça s'appelle Une nuit à Saint-Cloud. On a un petit doute, c'est le lustre qui l'éloigne, mais c'est pour être dans un train presque. Et puis surtout, encore une fois, parce que c'est ça qui fait qu'il y a mystère, c'est que la bascule dont je vous parle, qui va s'appeler modernité, c'est-à-dire, il n'y a plus une image au premier degré, on va dire ça comme ça. J'ai une façon de l'expliquer très, très facile, alors je fais un aparté, mais comme ça vous allez comprendre l'histoire de la modernité en un exemple et 2 phrases. Vous êtes prêts? Ça vaut des livres entiers, hein, je l'enseigne, il y a des gens qui dorment pendant que je raconte ça. Si vous êtes blonde dans un film, vous êtes la gentille, pendant très longtemps. Et aujourd'hui, et puis la bascule, ça marche avec les nains aussi.
Si vous êtes un nain dans un film au cinéma au XXe siècle, vous êtes un méchant. Piral le sait très bien parce que sur son corps, c'est pas très politiquement correct ni très gentil, mais sur son corps, il y a sa méchanceté qui se voit, il a été déformé par la nature et donc il est nécessairement méchant. Puis, les blondes vont devenir les méchantes des films, des polars. C'est-à-dire, elles sont bien sympas et elles sont un peu trop belles pour être honnêtes. Voilà, s'il y a des blondes dans la salle, c'est votre tour. Mais heureusement, la revanche arrive parce que l'étape 2 pour les personnes à déficience verticale, c'est mimimati. C'est-à-dire maintenant, le nain est devenu très gentil, mais trop gentil de l'autre côté. C'est-à-dire l'effet de balancier est devenu cuculapraline parce qu'il ne faut pas montrer quelqu'un qui serait différent d'une façon mal intentionnée. Et la fin de mon histoire, c'est que, je ne l'ai pas vu, mais vous allez m'aider, il y a un très beau nain, on ne dit pas nain, mais un très beau nain dans le Game of Thrones, qui en plus d'être beau, est à la fois sympa et tordu. Personne n'a vu Game of Thrones, m'aidez pas. Parce que moi, je ne l'ai pas vu, alors je raconte un truc... Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est plus facile, et alors les blondes sont... Maintenant qu'on les voit dans des séries télé, on ne peut plus savoir à l'avance si c'est des tordus ou des salopes ou des normales ou des gentils, on ne sait plus. Voilà. Ben, c'est ça la modernité. C'est-à-dire on ne peint plus quelque chose au premier degré, on ne peint plus ce qu'on voit seulement, on peint un truc où le spectateur va être obligé de chercher ce que ça signifie. Est-ce qu'on est dans un train? Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que le personnage voit? Et puis aussi, si vous prenez du recul, qui est le peintre qui est en train de regarder? C'est-à-dire pourquoi il y a une amorce sur le côté, il est caché. Est-ce que celui qui est peint sait qu'il est peint? Voilà, tout un tas de trucs qui animent la façon de regarder, parce qu'on a une telle quantité d'images qu'on a regardées que ce qui nous est adressé suppose qu'on se casse un peu la tête à comprendre. Vous me devez 1 euro chacun pour une histoire de la modernité en 2 secondes. Si on met des bordures, ça commence avec les romantiques 1805 et ça se termine avec la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, le spectateur doit être un enquêteur. Et l'invention du détective privé, c'est du 1820, c'est Edgar Poe, c'est la même période que ce que je raconte. C'est-à-dire, le spectateur doit être actif. Ce que Munch est en train de basculer, c'est ça. Il va faire des portraits qui sont plus complexes que juste la représentation du personnage. Si vous regardez une chose sur ce portrait, ce qui est passionnant, c'est son ombre. C'est-à-dire, on a une forme qui est en train de s'échapper. Elle est à la fois cernée et à la fois ouverte. Et vous allez me dire, bon, bah, il a fait ce qu'il a vu. C'est toujours la même chose avec les profs d'histoire de l'art, c'est-à-dire vous êtes en train d'inventer des trucs qu'on ne sait même pas. Alors, réglons la question tout de suite aussi. Puisqu'on ne sait pas, j'ai le droit. Et si vous avez mieux, on peut discuter. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça pousse à réfléchir et à regarder autrement ce qu'on voit. C'est ça le principe. Je n'ai pas la vérité sur ce qu'on voit là. J'essaye de circuler dans les images pour qu'on les voit autrement. C'est-à-dire l'éclairage, il est de côté. Et l'ombre, elle est faite pour être dans l'image. Et vous allez voir que le travail de l'ombre, ça intéresse beaucoup Munch. La touche est encore très légère. Oui, c'est assez virevoltant. C'est des petits jus à l'huile avec une essence qui permet d'avoir très très peu de matière. Et puis une surface qui n'est pas tout à fait blanche. Et vous voyez, c'est assez peu empâté. C'est-à-dire la pâte un peu épaisse est sur l'éclair et un petit peu sur le col. Voici la... Vous voyez, vous pouvez vous positionner. La méchante qui a couché avec Munch et qui après l'a laissé tomber, ou la femme libre qui fait ce qu'il veut, elle a annoncé la couleur. C'est compliqué cette histoire. Elle a dit, on s'est peut-être mal compris. Eh bien oui, on s'est peut-être mal compris. C'est son portrait à elle, parce qu'il va en être terriblement amoureux, c'est ça le problème du jeu de l'amour, il n'y a pas de hasard. Voilà, la façon de représenter le personnage n'est plus tout à fait un portrait. Elle est en train de rire, elle est en train de le regarder. Et si vous savez qu'il y a une histoire passée entre eux, ça change évidemment la façon de regarder l'image. C'est pas seulement la petite touche people qui change, c'est qu'on se doute bien que cette espèce de visage, j'exagère un peu, mais ricanant, comme un petit diablotin, il y a quelque chose qui n'est pas qu'un portrait. Ce que Munch va changer, là on est encore en 1893, il vient de faire son expo à Berlin. Il va faire énormément de portraits en pied, en presque taille réelle.
Portrait en pied, ça s'est fait beaucoup, hein. La peinture espagnole en a fait beaucoup. Mais justement, c'est plutôt classique comme façon de représenter, c'est plutôt des gens importants. Taille réelle, il faut un grand lieu pour le montrer. À première vue, on s'intéresse plutôt au visage. Dans cette période-là, vous avez en tête Van Gogh ferait jamais des portraits en pied. Oui, il a un rapport à ce qui est devant lui, il veut nous faire entrer dans l'image, c'est la même période exactement, hein, qui fait que la touche fait qu'on a envie de s'approcher. Là, on doit s'éloigner. Et c'est à la fois des personnages qui ont un certain statut social, qui fait qu'ils montrent, ils sont un peu stylés, ils ont une façon de se tenir. Mais vous voyez que l'espace, on est au-dessus de sa chaussure, elle est en train de se déformer. Comme si, je blague, ça faisait longtemps, mais si j'avais des chaussures de clown, elles dépasseraient dans le cadre du personnage, tellement je suis prêt, il y a une espèce d'objectif tordu. Et puis, si on résume ce qu'on vient de dire, à la fois très réaliste, c'est un très très bon dessinateur, à la fois une audace de couleurs incroyable, on a des couleurs plutôt vertes dans le costume, un noir-vert, mais on a des jaunes, des orangés qui sont posés tels que, il n'y a pas de mélange du tout, presque du graphisme. Oui, c'est pas travaillé, hein, c'est juste un trait de orange et point. Quelquefois, ce sont des petits jus légers, et donc le rapport du personnage à son fond est tout à fait audacieux. On était dans des portraits, il peignait très bien, et puis il bascule après cette expo de Berlin, et puis cette reconnaissance au début du 19e. C'est en 1905-1908 qu'il a une expo en Norvège, mais ça va mettre du temps. C'est à la fois difficile de savoir s'il a de la déférence, s'il a du respect pour ces gens importants qui lui commandent des portraits, ou s'il est en train de les montrer comme des petits personnages jouant un rôle social. Et quand on regarde l'évolution du portrait, vous voyez d'où il est parti et vers quoi il a basculé, la force de la couleur, c'est quand même tout à fait invraisemblable. Je vous signale qu'on est en 1910 et que Picasso a fait les Demoiselles d'Avignon, que les fauves ont peint de façon très très poussée. D'ailleurs, il va être amant d'une modèle de Matisse, donc vous voyez, on est vraiment dans les mêmes périodes. Je pense qu'on ne connaît pas l'importance de Munch parce que beaucoup de ses œuvres sont à Oslo et qu'ayant peu voyagé, on a l'idée, et puis on est un peu franchouillardo-centré quand même, en art en tout cas, ouais, un peu dans autre chose, mais bon. C'est pas mal de regarder autre chose parce qu'on voit à quel point, vous savez, quand Monet meurt, Picasso a 48 ans. C'est-à-dire on a tendance à faire des sections, mais Picasso peint depuis très très longtemps quand il fait quelque chose comme ça. Et si on fait un concours et ils n'ont rien demandé, il y a une force de couleur qu'il n'y a pas chez Picasso. Dans la déformation, dans la présence du personnage, et surtout, l'amorce dont on parle, c'est, vous voyez, les traits du fond viennent souligner, à force de rester sur de la couleur pure, il met juste des virgules de couleur, de la pâte quelquefois, il va laisser la toile apparente, et ça va lui permettre de travailler en couleurs très très fortes, comme le font les fauves à cette époque-là, les expressionnistes allemands en Allemagne, et un peu alentour. Celui qui peint un peu comme ça, c'est Kokoschka. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces larmes de couleur lui permettent de maintenir de la couleur forte, et en même temps, de faire passer le personnage dans le fond. Vous voyez, le col, il a l'air de passer autour de sa tête, la forme vient dessiner le contour ici, et puis ici, la fluidité fait que le costume a l'air de passer dedans, et c'est pas par maladresse que la virgule de gris suit le bras, c'est parce que justement, ça évite cette séparation du personnage et du fond. Pour vous raconter les problèmes de peintre, c'est un grand problème que celui de mettre un objet dans un espace. C'est très facile de mettre un bonhomme et puis de mettre un fond, comme fait Dali. Ce qui est difficile, c'est l'entre-deux. C'est le deuxième plan et que l'un soit avec l'autre. Et souvent, on a tendance, quand on débute, à faire un personnage parce que ça nous intéresse, et puis après, on fait du fond vite fait, mal fait. Alors moi qui donne des cours de peinture depuis 1994, on commence par le fond, comme ça règle la question. On fait le fond avant de faire le bonhomme, comme ça, on ne fait pas le fond juste pour remplir. Et pour vous donner un ordre d'idée, si vous faites un peu de dessin ou si vous souhaitez en faire, on pense souvent, c'est assez intéressant parce que c'est stimulant, sur des formes carrées, parce que dès que tu fais un portrait sur un carré, soit tu le mets en plein milieu et tu as une égalité de vide tout autour, soit tu es obligé de le décentrer, et donc tu as des vides plus grands que d'autres. Dès que tu as des vides plus grands que d'autres, il se passe des choses visuellement qui ne sont pas seulement la tête à Marcel. C'est Marcel et son fond. C'est-à-dire des choses qui vont autour. Alors l'air de rien, on glisse sur la deuxième partie,
qui va être pas si longue, rassurez-vous, c'est que ce qui m'intéresse chez Munch, c'est de montrer à quel point il va prendre des motifs et il va les répéter toute sa vie. Mais les répéter, c'est que ce tableau-là, il date de 1882 et celui-là de 1935. 82-35. On commence, allez, hop. On est joueur, tac, 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 tac. On pourrait penser que ces deux peintres, la transition que je viens de vous montrer, c'est faite, c'est-à-dire couleur pure, jeu avec les superpositions, travail du fond, décentrement, et puis une touche qui est assez virtuose, mais il a un dessin qui lui permet de faire des touches et des virgules vite fait comme ça. Ça peut vous faire penser à des peintres fauves comme on en voit en France, où c'est la période de Dufy, de Marquet, des gens comme ça, de Matisse. Et Matisse, les rideaux, la vue par l'extérieur, ça pourrait être un tableau de Matisse. Mais quand on regarde, on a assemblé tous les éléments qui vont vous servir de vocabulaire pour pouvoir frimer demain soir en soirée. Les ombres, le passage du fond dans le personnage et la couleur pure. Si je prends deux exemples pour finir du portrait, c'est ce que je trouve passionnant dans un portrait comme ça, c'est que c'est mal foutu, c'est bizarre de mettre deux personnages côte-côte. Soit il y en a un devant et l'autre qui est à côté, soit tu es étudiant puis t'as pas assez de toile et donc tu mets un deuxième truc. Et qu'est-ce qui intéresse Munch et moi dans la transition que je cherche à faire, c'est qu'il veut fabriquer visuellement quelque chose qui soit un peu gênant en fait. Il va peindre très bien un portrait, enfin très bien. C'est pour ça qu'il est refusé à Berlin, parce qu'il trouve qu'il n'y a pas de métier et que c'est fait n'importe comment. Ce qui est vrai. Vu de l'extérieur, c'est pas très fini par rapport à la peinture de croque qu'on vient de laisser juste avant. Hein. C'est pas assez travaillé, il n'y a pas assez de... la façon de travailler est trop visible. C'est ça qu'on reproche. Par contre, ce qui fonctionne très bien et qui me semble être une des façons de regarder le travail de Munch, c'est que si vous regardez bien, il y en a un qui est plus gros que l'autre à droite. Il vient devant, mais il n'est pas assez devant pour qu'on ait l'impression qu'il soit côte-côte. Et pour vous le dire d'une façon amusante, quand dans la vie il y a quelqu'un qui est comme ça avec toi, tu fais un pas de recul. Parce que c'est un peu gênant. Tu sais, c'est un peu comme dans l'espace social, si je te parle et que je suis là, normalement il y a un truc qui est bizarre. La dame, elle se dit, qu'est-ce que je fous là? Il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce que veut faire Munch, visuellement. C'est-à-dire de créer un espace qui soit pas réel et qui fait qu'en même temps, on est fasciné par les visages qui sont très présents et en même temps, on est gêné par quelque chose que quelquefois on a du mal à identifier. Ça va être le personnage du cri qui passe dans le fond. Ça va être les touches de couleur qui débordent et qui suivent le chapeau du portrait juste avant. Et ça va être quelque chose qui va se jouer par la couleur. Alors celui-là, je l'ai choisi pour la fin de la partie sur le portrait, c'est que c'est sa maîtresse et ils se sont séparés, donc il a coupé le tableau. Et vous voyez, alors là, c'est parfait. Soit il y a deux façons d'analyser ça. Soit on fait ouin, il était triste et sa maîtresse est partie. Soit on dit c'est moderne parce que justement c'est une image qui est plus compliquée que juste deux images collées. La toile elle-même découpée fait partie de l'histoire. Bon, et puis l'espèce de monstre vert dans le fond quand même. Et alors ce qui me fait faire cette transition, c'est vers la deuxième chose qui est comment Munch va travailler des figures, c'est-à-dire il va prendre à la fois des figures, ça va être toujours la même forme. Par exemple, une femme de face comme ça, ce qui est anti-esthétique au possible. Vous savez que dès que vous posez, attention, je fais le modèle nu, on dirait que je mime, hop, tu te fais un petit déhanché. Main sur la taille, et ça permet d'avoir une tension, un relâchement, mais tu ne te tiens pas debout comme ça. Il n'y a personne qui debout comme ça est séduisant, même Carla Bruni, je sais. J'ai des photos. Il va faire exprès de prendre le nu, qui est toute l'histoire de la peinture, avec le portrait, et de le coller en plein milieu, quasiment les pieds sur le bord du tableau. Soit dit en passant, avec les pieds qui ont tendance à baisser. C'est-à-dire, tout est fait pour qu'elle soit pas, je sais pas comment dire, à la fois pas érotique, pas esthétique. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est féminin dans sa posture, il n'y a rien qui ferait penser à une peinture. Il y a quelque chose elle est presque au milieu de la toile. Et on pourrait se dire, ça suffit, c'était un portrait ou un nu, c'était un entre-deux justement, qui passe dans le fond, on l'a dit, il y a la couleur qui passe en ligne, presque en lame, hein, c'est complètement fou ce qu'il est en train de faire.
Par contre, c'est le sujet qui fait que je bascule sur ma deuxième partie. Le motif, ça s'appelle la mort de Marat. C'est-à-dire, vous savez que Marat prend son bain et que Charlotte Corday vient, et puis qu'elle le tue. L'histoire n'a pas retenu qu'elle était dans cette tenue-là. Première vue, je vous signale que Marat prenait des bains parce qu'il avait des problèmes de peau. Et ce qui est génial, c'est que on s'en fout que ça soit la vraie histoire. En fait, c'est qu'il va prendre le motif du... Mettons-nous à sa place, en supposant. Histoire du nu, je veux faire autrement des nus. Je vais le foutre en plein milieu, droit, avec une attitude pas du tout au glamour. Je vais le peindre le plus frontal possible. Et puis, je vais mettre un type qui serait allongé horizontalement derrière, donc ça fait une croix, c'est encore peu moins esthétique. Et en plein milieu, ça coupe la toile carrée en plein milieu, c'est complètement pas du tout d'échappatoire. Quasiment les pieds d'un côté, la tête de l'autre côté qui coupe tout. Et puis, il serait nu aussi. Et puis, il aurait du sang sur les draps et ça serait Marat. Et comme c'est pas suffisant, il en fait plusieurs. C'est-à-dire qu'il va prendre un motif. Le mot motif en français, c'est intéressant parce que ça veut dire un motif visuel et puis ça veut dire un motif d'histoire. En fait. Les Anglais ils disent pattern pour la forme. En fait. Vous savez, quand on a une boîte à rythme, un pattern c'est une répétition de poum 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 poum. Et motif, c'est pas du tout, ça veut pas dire ça. Voilà, on a une vue plongeante avec quelque chose qui est très très bizarre. Voilà, des huîtres d'Arcachon, c'est plus du tout le moment de manger ça, les enfants. C'est comme ça qu'il est mort. Non, ça fait de la peine à ceux qui sont d'Arcachon. Du sang qui n'est plus du sang, c'est presque une raclure de palette. On est à la fois en train de représenter une histoire qui a l'air presque ridicule, si on exagère un peu. Elle est toute nue avec un truc à manger, une nature morte, et puis le type qui a 3 taches de sang sans qu'on ne voit non plus où est le couteau. Vous voyez, c'est une sorte de décor de théâtre surjoué, mal joué, mais qui est l'occasion de déformation. Et de jeu avec... on a tout, hein. On a l'ombre qui est incroyable. On a la vue de l'espace qui est déformée, vue du dessus. La dame, si elle était vue du dessus, elle aurait une beaucoup plus grosse tête. Hein. Et le monsieur aussi. Et un jeu de forme qui fait que le fond est en train de passer dans le oui, la forme du vide entre le mur et Marat fait que on s'y perd. Alors vous allez comprendre maintenant qu'on a tout en place. Accélérage. La grande toile qui va peindre à la suite de la mort de sa sœur, qui va le rendre célèbre au début, c'est cette vue de l'enfant malade. 1885. Alors normalement, si vous avez tout suivi, parce que au début on se demande où je vais en venir, après ça accélère. Il n'y a plus d'espace. La fille est dans son lit, elle est à la fois assise, à la fois allongée. On dirait qu'elle est vue du dessus. Et la mère en train de pleurer est vue du dessous et de côté. Et si vous n'êtes pas convaincu, il n'y a qu'à regarder comment est foutue cette espèce de carafe sur le bord, qui sert un peu de repoussoir brun par rapport à une grande surface verte. Comment est foutue cette fenêtre qui n'est pas du tout dans l'espace, pour faire un trou bleu, et comment il a mis un petit verre de grenadine dans le bas, pour occuper la toile avec des éléments. Alors que la première peinture qu'il ait faite, c'était plutôt quelque chose comme ça. 89, ça c'est la peinture de Munch aussi. 95-96. Il en fait un motif, c'est-à-dire une répétition, c'est-à-dire toute sa vie, il va prendre les mêmes sujets, les mêmes dessins, qu'il va reproduire plein de fois. Et c'est là où j'en viens à la première préconclusion sur cette conférence qui va durer 7 heures, c'est une surprise. C'est que voir ça comme une angoisse de la vie, et ce que le film arrive à bien faire, c'est-à-dire Munch est triste, il n'arrive pas à travailler, il va se flinguer, il a une vie horrible, c'est vrai. Par contre, là où il en fait de l'art, c'est que le motif de la fille qui meurt, hop, j'en fais quand j'ai 15 ans, j'en fais quand j'ai 30 ans, j'en fais quand j'ai 40 ans. Quand on le dit de cette façon-là, on dirait que la distance, et c'est à ça que sert l'art d'ailleurs, faites-en, vous allez voir, ça fait beaucoup de bien, c'est que ça met à distance des choses qu'on a vécues. En fait. Ça les transforme en forme, ça les transforme en objet, parce que moi je suis prof de peinture, et quand je vois ça, je m'en fous qu'il soit mort. Je trouve que c'est bien composé, parce que c'est un peu décalé, et que l'ombre, elle passe de la gauche vers la droite. Ça m'intéresse. Et on fait d'un objet de la vie de tous les jours, qui est plutôt triste, une gravure.
Oui, on a lithographie en couleur, gravure et pointe sèche. À partir de Paris, il va se mettre à faire beaucoup de gravures et transformer complètement sa façon de voir. Alors les images que je vais vous montrer, à chaque fois, elles fonctionnent par 2, 3 ou 4 parce que c'est des séries en fait. Donc ça, c'est la rue principale d'Oslo. Ça aussi, dans le film de Peter Watkins, on le voit parce que c'est un peu la Passeggiata, vous savez, la promenade des Anglais à Nice. Donc Munch, ça c'est pas montré du tout, mais je vous disais qu'il avait trempé dans des milieux anarchistes, donc tout cet aspect bourgeois, on s'habille bien, on se montre et on montre qu'on a une chouette vie pour que les autres vous envient, c'est ce qui se passe sur cette avenue d'Oslo. Et il déteste ça. Voilà, ça s'appelle musique militaire de la rue, alors c'est là où je vais, on va dire Karl Johanna à la française. Première esquisse. « 1891, vous voyez, on est encore dans quelque chose qui est presque un peu pointilliste, coloré. Des dessins qui montrent, si je peux le dire de cette façon-là, les formes vont se fermer. Petit à petit, ça va devenir plus patatoïde, c'est moins ouvert. Et le travail de Munch, c'est ça qui le résume bien, c'est que c'est des formes fermées mais qui s'ouvrent. Elles se fondent dans le fond et elles reviennent par elles-mêmes, c'est ça qui est très très fort. Qui ferait penser un peu à Gauguin ou à Van Gogh. La perspective qui est exagérée de la rue. C'est pas qu'il y a deux versions, c'est que vous voyez, c'est pour que vous alliez à Oslo. Ça, c'est mes 2 scans. Et il n'y a aucun des deux qui est bon, alors c'est la merde. Allez voir la peinture en vrai, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà. La même peinture devient une litho. Il rajoute une petite balustrade. Il joue avec le cadre, ce qui accentue encore plus le fait qu'on soit dans une image. Et puis il y a un monsieur qui traverse qui est plus loin. Par contre, on est, à force de styliser, de jouer avec la forme et l'espace qui est autour, on est en train d'attraper une espèce de monticule barbapapesque flippant sur le haut. Et je vous raconte ma vie, mais je prépare une conf sur Lynch, et en fait, plus je regarde Munch, plus ça me fait penser à David Lynch, quoi. Qui adore Bacon, qui adore Munch. Ça fait une succession. Si vous avez déjà vu Lynch, c'est quand même des formes, même quand ils ont des hallucinations, les personnages de ces films ont tendance à se fondre, ou à fondre tout court. Deuxième motif qu'on retrouve très souvent, c'est l'idée d'un personnage très très grand, avec un arrière-plan. On parlait de profondeur de champ si on était au cinéma. Il le dit, hein, ça n'existe pas au cinéma dans ces années-là. Ça va mettre du temps à arriver, ça sera chez Orson Welles dans les années plutôt 30 avec Citizen Kane. On va avoir un énorme personnage et le paysage derrière, qui ont l'air de s'en foutre l'un de l'autre. Vous voyez, on a le même paysage, au même endroit, qui les met partagés, avec ces espèces de grosses pierres moules, on dirait des moules des bulots, hein, au moins des numéros 14. Hein. On dirait des oreilles, c'est complètement fou cette forme. Ça vous impressionne pas, mais ça n'a aucun intérêt visuellement, ça n'a aucun intérêt dans le tableau, c'est le portrait qui nous intéresse, et puis on s'attendrait à ce qu'il fasse un paysage avec quelque chose d'un peu important, mais si on cherche pourquoi il met des grandes oreilles comme ça, mais ça donne aussi de la force avec quelque chose qui est plus fluide dans le fond. Les formes s'ouvrent, elles rejoignent le fond, les formes sortent du personnage où il entre, mais on a une sorte de résistance par les formes. Vous voyez, le caillou qui est au-dessus, on dirait qu'il vient au-dessus de sa tête ou devant nous. Il traite autant, et presque je vais exagérer, il traite moins le portrait que le fond. Parce que le portrait, on le reconnaît très bien. C'est comme ça que le côté masque va arriver. Alors, ça c'est assez mignon à vous montrer, voilà. Il est pour la peinture que voilà, qui va s'appeler Jalousie. Alors, soyons brefs. La petite citation que je zappe vite fait, il était en train de raconter qu'il était face à la copine qui l'a trompé, et qu'il était convaincu que le mari était au courant, il était devant lui, il ne savait plus. Donc il est un peu de toutes les couleurs. Mais elle a la même pose de bras que beaucoup de femmes qu'on va retrouver juste après. C'est-à-dire les bras levés comme ça, tout aussi en style esthétique que Charlotte Corday. C'est-à-dire elle était de face
Là, elle est en des ailes de papillon qui lui servent de bras. Des personnages au premier plan, un éclairage par en dessous, un jeu avec les ombres, et surtout quelque chose qui est très gênant. Je vous disais que c'était ce qu'il cherchait tout le temps. Oui, le corps de la femme rentre pile dans l'espace entre les deux. C'est-à-dire que si on veut faire de l'espace, si on veut faire semblant que ça fasse vrai, il y en a un devant, il y a un derrière, puis il y en a un troisième derrière. Ils sont plus ou moins petits, puis ils se masquent plus ou moins les uns les autres, comme dans un décor de théâtre. Là, elle rentre pile dedans. Mon hypothèse, ça, je suis très sûr, c'est qu'il fait ça parce que visuellement, vous avez du mal à identifier, mais c'est désagréable à regarder. Comme votre doigt sur le tableau avec la craie, vous voyez, un truc qui fait que tu n'arrives pas à savoir ce qui va pas, mais il y a un truc qui est pas très bien. Et c'est génial parce que ça suggère bien la jalousie. C'est-à-dire un truc que tu as du mal à le sortir. Elle a l'air contente, la dame, mais en même temps, elle fait un peu peur. Hein. Oui, un truc génial, on dirait presque qu'il y a les bras qui passent autour, que le fond passe dedans. On ne sait pas très bien, je ne l'ai pas mis là, mais il y a une gravure qui est extraordinaire de Munch, c'est qu'on a une Madone, qui est assez connue, je ne pouvais pas tout montrer, mais... Donc elle est seins nus, bras levés, donc elle est très très jolie, elle a les cheveux tout noirs et elle a dans le cadre autour des éléments de mort en fait. Et le cadre qu'il a dessiné autour, c'est un petit spermatozoïde qui se balade. Donc la mort et la vie sont continuellement mélangées dans le travail de Munch, à la fois parce que la trahison, la disparition font partie de son quotidien, à la fois parce que les maladies aussi font partie de ce quotidien tout le temps. Et que, il l'a dit tout à l'heure, il a grandi dans une famille où la religion était très importante. Voilà, la jalousie encore. Donc finalement, on a des thèmes qui reviennent très 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 souvent. Et on dirait un petit peu Gauguin d'ailleurs le visage, mais cette idée de premier plan avec un personnage qui est devant revient très souvent chez lui. Un télescopage, pas cohérent d'espace, mais qui me fait penser que traiter juste Munch en disant il était angoissé, il était triste, et puis il fait des tableaux de triste, c'est tout à fait faux, il me semble, parce qu'il utilise continuellement des motifs qu'il va réemployer, en le mettant dans différentes scènes. Là, ce qui est magnifique, c'est que ça s'appelle la Vigne Rouge, elle monte sur la maison à certaines périodes du printemps, et on va le retrouver dans des gravures. Lors de l'exposition qui était au Petit Palais, au musée d'Orsay, oui. Il y avait beaucoup de gravures et on découvrait que Munch reprenait ces gravures. Gravures sur bois qui permettent de creuser, d'aller assez vite et d'avoir quelque chose qui est très très gênant visuellement. Vous voyez, c'est pas bien fini. On creuse comme dans une patate. Et puis on retire, si on a raté, il faut recommencer. Et donc on va garder les noirs, donc il faut être assez précis par là, mais on a du mal à être assez précis. C'est des petits formats, hein, c'est 43 cm, c'est raisonnable. Et puis ce qui est très passionnant, c'est qu'on voyait dans l'exposition, c'est que, oui, on a ce personnage, le fond, on ne sait pas trop ce qu'on doit voir, ça s'appelle Clair de Lune. Par contre, il va laisser la trame du bois. Le visage, c'est le fil du bois. Et ça aussi, pour moi, c'est ce qui signifie qu'il n'est pas du tout en train de pleurer, il est en train de travailler vraiment les matériaux qu'il a sous la main, et il va les exploiter en fait pour suggérer quelque chose dans sa peinture de façon plus subtile que juste faire pleurer. Voilà, laisser la trame du bois dans ce sens-là, alors qu'il creuse dans ce sens-là, c'est une façon de donner de l'accroche à l'image. Et si on vient à notre fil, toute la partie en noir et blanc, ça joue avec quelque chose qui est très tramé. L'image elle est en train de disparaître un petit peu, c'est assez audacieux d'avoir fait quelque chose comme ça. Voilà, on peut retrouver plein de systèmes qui feraient penser à de la bande dessinée aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on travaille de cette façon-là? C'est que les artistes, de la BD ou pas d'ailleurs, ils passent d'un médium à un autre très facilement. Et ça, c'est très moderne de la part de Munch. Beaucoup de gravures, beaucoup de dessins, peinture, et personnage au premier plan, un portrait au premier plan avec quelque chose qui est derrière. Vous reconnaissez déjà le plus connu. Voilà, ce que je trouve intéressant, c'est souvent on voit avec cette image, c'est devenu un film et un masque, alors c'est comme la Joconde, on n'arrive plus à la voir, c'est très difficile, il faut que le prof raconte plein de blagues pour qu'on arrive à re-regarder un truc
On dit souvent que le Munch a vu la montagne qui criait. Si je le regarde esthétiquement, ce qui m'intéresse, c'est la perspective qui est exagérée du pont, qui fait qu'on a l'impression qu'il se relève face à nous. Si on veut, alors, c'est pas son but, quelque chose de pacifique, on va faire un pont plus en longueur, plus horizontal. S'il est énormément remonté, il va aller ce qui se passe là dans la tête du personnage. Mais aussi le personnage ses mains sont presque devenues des oreilles de chien, hein. On dirait que c'est une sorte de masse qui passe dans le fond. Ce qui m'intéresse, c'est pas cette angoisse-là, c'est que ce motif-là, c'est exactement le même que ça. C'est-à-dire le passage du ciel dans la montagne, on va dire, par le rouge, hein. Les lignes de rouge qu'on retrouve ici, qu'on retrouve sur la balustrade, et personnage au premier plan. Ça, c'est un Munch quand il est en France. C'est pour ça que j'ai dit qu'il avait vu Caillebotte, moi. On est d'accord? Alors je cherche, il faudrait faire une thèse, hein, j'ai pas que ça à faire, moi. Mais il a vu un Caillebotte, c'est pas possible. Donc ces personnages qui se fondent, qui deviennent une seule forme, et cette répétition de motifs, elle est continuelle chez Munch. Dans plein de techniques. Alors si déjà on est d'accord sur ça, c'est déjà parfait. En gravure. Alors j'aime bien ça parce qu'il invente cette idée de I. Vous savez, c'est la lune qui fait un reflet sur l'eau et il le stylise en I. C'est complètement fou. C'est tout à fait inattendu. C'est-à-dire c'est presque du graphisme. C'est presque. Il n'y a aucun moment il essaye d'être réaliste en fait. Il essaye de trouver un code visuel qui fait qu'on comprend que c'est la lune et qu'on ne va plus la regarder de la même façon, c'est-à-dire on la regarde comme la dame, c'est-à-dire un tube avec un point au-dessus. Et que la tension entre les deux, c'est de ne pas savoir trop ce qu'on doit regarder. Il a beaucoup regardé quand il a fait son deuxième séjour à Paris, Maurice Denis, c'est-à-dire la peinture des Nabis, ceux qui avaient suivi Gauguin. Vous voyez, on dirait un énorme code-barre parce que ça sort de haut en bas. Et donc ça vient rythmer énormément l'ensemble. Il arrive quand même à coller des petits bateaux à la noix, comme un petit détail, 2-3 croquettes pour faire des cailloux, mais l'essentiel c'est la couleur et la force des motifs. Et quelque chose qu'on retrouve souvent, et chez Lynch aussi d'ailleurs, c'est la fumée qui devient une espèce de forme. C'est un paysage avec un train qui passe sur le bas. On ne voit plus le train. Monet avait déjà fait un truc comme ça. On est en 1900 là. Mais c'est la forme de la fumée qui pourrait être, si on la peint en vert, c'est des feuilles. Il n'y a plus de séparation entre le fond et la forme, il n'y a plus de séparation entre l'objet et ce qui est autour de lui. Les cailloux, c'est de la lumière, et la lumière, c'est la lune, et la lune, c'est les arbres. Et voilà. Si on prend un autre élément comme ça, que vous allez reconnaître, parce qu'il a vu un célèbre baiser de Rodin. Et c'est parce que là aussi, ce serait facile, non pas de vous faire pleurer, parce que je ne sais pas le faire, moi je sais plutôt faire rigoler, mais de dire, voilà, c'est triste, ils se quittent, ils s'embrassent, et ils vont se quitter pour toujours, à tel point qu'ils ont perdu leur visage. Ouais, c'est assez audacieux. Déjà, on revient toujours à maintenant que vous devenez des spécialistes. Ils n'ont pas de raison d'être tout nus. Alors vous allez me dire, si ça arrive, on est tout nus, on s'embrasse. Oui, mais pas devant la fenêtre, debout. Soit, c'est pas une question de réalisme, c'est une question de qu'est-ce que ça fout là. Et on voit à la fois la ville, à la fois on ne sait pas qui les regarde, et encore une fois, s'ils sont en train de vivre quelque chose d'intime, qui est en train de les regarder? C'est quand même ça qui est très curieux. À tel point que ça devient une forme qu'il grave et dans laquelle il laisse la trame du bois ressortir. Alors je suis un peu rigolard parce que ça s'appelle le vampire. C'est que le monsieur Claudel, le frère de Camille, celui qui n'était pas gentil avec elle, plus que Rodin d'ailleurs, il critique le baiser de Rodin, il dit « la femme attablée à l'homme ». C'est une formule tout à fait redoutable, mais ils sont clippés en fait. Ils ont l'air de ne faire qu'une seule forme unique, et on peut le voir puisque ça s'appelle vampire comme tel, c'est-à-dire elle est en train de la mordre et elle disparaît avec une ombre énorme.
Mais en même temps, c'est aussi une façon de fabriquer un motif unique qui pourrait être abstrait. Oui, celui-là, il est redoutable parce que il s'appelle puberté. Alors, si tu as des mauvais souvenirs de ta puberté, tu te reconnais. C'est-à-dire que tu es à la fois un enfant, à la fois un adulte, et surtout, il y a ton ombre qui parle pour toi. Hein. C'est-à-dire que ça donne à la fois envie de ne pas y être. La place de l'ombre chez Munch, c'est très très important. L'ombre fabriquait une forme. C'est pour ça qu'on l'associe avec raison à l'expressionnisme qui va arriver après, l'expressionnisme allemand. Parce que là, je suis en 1894, hein, l'expressionnisme allemand, c'est 1905, et puis au cinéma, c'est 1920. Les Nosferatu, le vampire, etc., c'est 20 ans après. Hein. À tel point que les motifs deviennent totalement abstraits. Et un petit coup de Marat avec Charlotte Corday. Là, on dirait qu'il y a un pistolet qui vole dans le fond, mais... Alors, prenons du recul. Supposons que vous aimiez ça, j'ai pas fait l'hypothèse que vous n'aimiez pas, tant pis pour vous. Moi, je trouve que la couleur, c'est d'une puissance d'énergie folle, quoi. C'est pour ça que je lutte contre le fait d'associer ça à la mort et à la morbidité. Qu'est-ce que fout ces trois petites pommes et ce petit canotier mignon? C'est-à-dire, on l'isolerait. Ça ne peut être « it is a provocation », monsieur Munch, comme dit Jacques Chirac. Voilà, what do you want? Qu'est-ce qu'il cherche à montrer? Il pourrait très bien se passer de ça, il pourrait mettre de la couleur, il pourrait mettre sa signature. Non, il va associer quelque chose de presque léger. Elle a l'air un peu perdue. Elle est petite, elle est de face. Elle a son canotier. Et il y a trois fruits. Point. D'ailleurs, ça donne plus de force maintenant qu'on s'y fait. Ça a plus de force qu'elle l'ait tuée alors qu'elle est nue. L'image est plus puissante encore. Ce sont des très grands formats. Donc quand vous êtes devant, vous êtes dedans. Ça fait 1,50 m sur 2 mètres. C'est-à-dire c'est grand comme moi physiquement quand je suis devant. Allez à Oslo. Des fois on mange bien, pas toujours. Pas exagéré. Les bras relevés, en gravure. Le motif du cheval qu'on va retrouver dans 2 secondes. Le motif des personnages enlacés qui n'ont rien à voir avec les formes qui sont devant. Ça pourrait être très très contemporain comme façon de peindre. C'est très étonnant et c'est pour ça que je le place au-dessus de Picasso qui reste un très grand dessinateur hein, et un grand fabricant de formes. Mais je trouve que chez Munch, il y a une virtuosité dans le fait de changer à partir de la même chose. Il est tout le temps en train de tourner sur les mêmes sujets. Hein. Il y a nos cailloux moules qu'on avait perdus. Le personnage de dos, comme chez Caillebotte, et puis peut-être une jalousie ou quelque chose comme ça. Alors, de temps en temps, une petite gravure. Alors, ce que j'aime bien, c'est pas qu'elle est en train de jouer avec une tête, c'est déjà un peu curieux. Il y a un petit chat à la noix, mais on dirait un truc ridicule de gamin. Ça, c'est très conscient dans la façon de faire. S'il y a quelque chose qui est tordu dans le travail de Munch, c'est ça, c'est d'associer des codes visuels du plaisir, la nudité, le fait de s'embrasser, les animaux, les fruits, à quelque chose qui ne l'est pas du tout, qui est la mort, l'assassinat, la jalousie, la disparition. Et le fait de les mettre ensemble, c'est ça qui fait énormément penser à, on pourrait dire de la peinture des années 90 aux États-Unis, il y a plein de choses qui sont comme ça. Des peintres qui s'amusent aujourd'hui à peindre des Mickey, mais avec des têtes... Ils peignent Mickey, mais qui a un œil en moins, qui a l'air d'être zigouillé. Alors c'est plus facile d'aller plus vite parce que là c'est très beau. Paysage, c'est mon 3e. De jeunesse. La bascule vers... Oui, je sais pas, moule me va pas, mais bulot, non plus. Il y a des très belles... Je connais pas le nom, mais c'est des moules qui sont un peu grises. Ah voilà, c'est pas mal ça. Elles sont grises-jaunes, et elles ont des formes pas comme les moules. Les moules sont un peu banales. C'est un truc à les ranger chez Léon, facile. Alors que les palourdes, elles ont une forme un peu rugueuse. Voilà, palourde. C'est ce que je vais essayer de faire pour la fin de cette conférence. Voilà, alors, on a tous les éléments clés. Pour moi, le paysage chez Munch, c'est très très passionnant, parce que la couleur, c'est une puissance de couleur. Et maintenant que vous avez compris ce que je voulais expliquer, j'espère,
c'est tout ce qui est fait pour gêner visuellement. Donc un arbre en plein milieu, qui n'a rien à voir, qui a une ombre, c'est ça qui est fou. Si on voulait peindre l'ombre de cet arbre, on se serait décalé sur la gauche pour qu'on la voie par terre et qu'elle déborde. Non, là, elle est juste venue là pour nous faire chier quand on regarde. C'est bien ça, non? C'est évident. Et pour être sûr qu'on la voit, c'est un bleu outre-mer pur, mais très puissant. Tout est surligné avec le bleu. Il y a du bleu absolument partout. C'est très très puissant comme couleur. Si vous y allez en vrai, je vous assure que ça donne pas du tout envie de se flinguer. Ça donne envie de faire de la peinture. Voilà, le ciel peut être très tourmenté avec peu de matière, mais il reste très coloré. Munch va beaucoup travailler avec de la couleur continuellement pure, assez peu mélangée. Vous voyez, les noirs qu'on voit là, ils sont très colorés aussi. Quand on trouve des gravures, même de jeunesse, on dirait des motifs fermés, à tel point que la nature chez Munch, c'est pas reposant du tout. D'ailleurs, en vrai, vous avez compris que j'étais plutôt urbain que nature, mais c'est pas du tout reposant la nature, c'est une légende urbaine qu'on a inventée en vous éduquant. C'est pas du tout cool la nature. Et d'ailleurs, les gens qui vivent dans la nature le savent très bien. Et comment il s'appelle? Into the Wild, vous avez pas vu? C'est un monsieur qui veut voir des nounours en vrai, poum. Aïe. Ou pour les plus anciens, comment ils s'appellent ceux qui font, avec Burt Reynolds, qui font une atroce croisière sur le bord de l'eau. Délivrance, merci. Alors, quand on a vu ça une fois, on sait très bien que la nature, c'est pas du tout coolos. Et dans la vraie vie aussi, hein, la nature, les gens qui travaillent la nature, qui la connaissent, c'est quelque chose qui travaille lentement et qui a une grande violence. C'est parce que nous, on a du mal à le supporter, qu'on la rend un peu gentille, mais la puissance de couleur de cette peinture, c'est invraisemblable. On dit du bien avec raison de Van Gogh sur sa couleur, mais là, ce qui est fort, c'est que si vous regardez bien, il y a beaucoup de couleurs différentes. Des roses, des jaunes, des verts, des ocres, des bleutés, des violets. Il y a à peu près de tout. Et les paysages chez Munch, c'est très étonnant, parce que c'est pour ça que je le montre dans cet ordre-là. Une fois qu'on a vu qu'il cherche des formes fermées, des palourdes, on a continuellement cette forme. Avec quelque chose, on ne l'avait pas évoqué dans la façon de composer, qui se répète souvent et qui va avec son esprit de gêner le regard, c'est que le personnage vient vers nous. Normalement, s'il y a ce cheval en vrai que je peins, je m'en vais. Voilà, donc c'est pas normal que quelque chose vienne vers toi de cette façon-là. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, il se retrouve en gravure. Ça, c'est ce que je préfère, c'est très étonnant. Déjà de couleur, parce que c'est la composition elle-même, c'est coupé en morceaux, on est toujours sur des carrés, hein, très très souvent. C'est presque coupé un quart, vous voyez. Un quart, à moitié, un quart, un lien. On pourrait le tourner dans l'autre sens, ça ferait exactement la même chose, c'est-à-dire que tous les endroits où... je vous ai dit que pour que quelque chose soit dynamique, il faut le décentrer. Il fait exprès de ne pas le faire. Il met les trucs en plein milieu, il surjoue le fait que ça soit rangé symétriquement, il surjoue en exagérant avec les traits de contour, et puis à l'endroit où il veut qu'on voit, il met un grand jaune qui existe presque nulle part. C'est très fort. Et la façon d'animer en restant coloré, c'est des petites virgules, des demi-palourdes qui paraissent complètement étonnantes. J'ai oublié de dire, c'est en même temps que Klimt, ou que Egon Schiele. Voilà, on peut accélérer parce que... Voilà, un motif de personnage en train de travailler, il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de l'art, qui fait que la déformation a l'air presque cinématographique. Hein. Il s'avance vers nous, celui-là est en train de sortir du champ, celui-là... comme on est habitué à voir le monde par le cinéma, ça ne nous dérange pas, mais c'est une vision et un cadrage qui est très très étonnant. On est en 1913. Alors celui-là est passionnant parce que c'est un paysage et c'est une femme à poil. Voilà, t'en as deux pour le même prix. Si tu l'as pas vu, t'avais qu'à regarder. Le rangement des arbres, on se croirait chez Ikea, c'est-à-dire tout est bien ordonné, sauf qu'il y a un truc rouge qui fait que ça devrait être le sujet, on devrait mieux le voir, mais on le voit pas. Et que le sujet, même si ce sont les arbres, ils sont pas tout à fait droits.
Tout est fait pour être presque, en fait. C'est presque rangé, mais ça sort presque d'un côté, et en même temps, ça baffe sur le bas. Et pour moi, c'est d'une puissance de couleur comme Van Gogh. Hein. Bon, j'en ai pris plein parce que je me lasse pas, alors moi je dis plus rien. Vous avez vu le soleil? On peut pas le louper. Hein. Kokoschka fait un peu des choses comme ça. Voilà, les personnages ont disparu. C'est les... Et là, on est au sommet du suspense, c'est-à-dire il y a quand même une dame avec son ombre, et il y a une ombre, c'est quand même très très... C'est pas ambigu, il n'y a rien, mais c'est suffisant pour que ça soit malsain. Et c'est la couleur qui fait ça, c'est le format, c'est la façon de mettre des objets à l'endroit où on s'y attend pas vraiment. La couleur, c'est que vous voyez, la forme, elle est surlignée en rouge. Alors la conclusion, parce qu'il est 23h77. C'est rapide. Il est 6 à 10, c'est fini. Si ça vous intéresse, les activités, je vous ai dit que je reviendrai en février. Mais donc vous pouvez suivre ça sur YouTube. Et le petit Marc Tapage permet de suivre des confs en vrai si on veut. Pas forcément la prochaine, mais d'autres. Il n'y a pas que moi qui suis prof. Les autoportraits, parce qu'à 80 ans, j'en ai mis de plein d'époques différentes. Alors, ce qui est simple, c'est qu'il est à la fois bel homme et en même temps, c'est pas avec ses autoportraits que j'enverrai ça comme profil Tinder, moi. Oui, vous avez vu l'ombre? Il est éclairé vu du dessous. Il y a une ombre qui est prodigieuse parce que elle est à la fois une masse, mais vous voyez, prodigieuse parce que pour qu'elle fasse bien malsaine, il ne faut pas qu'elle sorte sur le côté. Il y a un petit rouge sur le bord et hop, ça vient pile au bord, c'est énervant. Il faudrait sortir, il faudrait rentrer, il faudrait savoir quoi. Voilà, il y a plein d'endroits où c'est fait, c'est gênant visuellement, pour créer une espèce de tension qui va avec le sujet et qui va avec Munch. Au début, ça a l'air d'un autoportrait assez paisible, et puis on découvre que le bord en bas, c'est un bras de squelette. C'est un autoportrait avec un bras de squelette. Un autoportrait à la cigarette, qui est d'une cinématographie incroyable, en 1895. Un autoportrait malade, j'aime bien ça, ça change un peu. Ah oui, c'est très chouette. C'est à force de se mettre en scène comme ça qu'on finit... Voilà un autoportrait plus classique en pied comme il l'a fait avant. Voilà une façon de jouer, alors on a tout dit. Hein. Exagérer les perspectives. Ce qui est devant les mains deviennent une espèce de masse comme les deux visages de ceux qui s'embrassaient tout à l'heure. C'est des moufles un peu. On est en plein milieu. Pour sortir de la tête mais passer dans le fond, il y a deux espèces de marionnettes qui sont dans sa tête. Il fait des oreilles bizarres. Avec une marionnette qui se retrouve derrière, il y a une sorte de cerne rouge qui se retrouve, et des éléments sur le côté pour redonner de l'intérêt au bord, c'est-à-dire soit par les objets, soit par la couleur forte et l'empattement. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, la taille des portraits sont taille réelle. Voilà, là c'est l'autoportrait quand il est alcoolo et qu'il est à l'asile. Il fait des autoportraits toute sa vie, voilà, celui qu'on retrouve assez souvent... qui sert de modèle, ouais. Ce qui pour moi est la preuve que j'ai une façon de regarder Munch qui est pas, que je me trompe pas, c'est que qui fait un autoportrait en train de nourrir les chiens. Voilà. À première vue, Van Gogh, c'est son défaut, hein, il en est mort, mais c'est un peu héroïque. C'est un peu, je suis triste, mais quand même je suis là les gars, regardez-moi. C'est un peu mégalo, je sais que ça a l'air d'être cruel, d'être vache avec les gens qui vont pas bien, mais Van Gogh c'est quand même... Là, il est en train de faire un petit bonhomme à la noix, quoi. C'est-à-dire, tout son travail, il a une grosse idée de lui-même, ça, il n'y a pas de doute. Mais il joue avec le motif qui est presque un motif de cinéma. C'est pour ça que je pensais à Munch. On pourrait penser au premier film de Tim Burton, c'est-à-dire quelque chose qu'on regarde et en même temps qui a l'air d'avoir quelque chose de malsain caché derrière.
Si vous n'avez jamais vu de film de Lynch, je vous signale que dans Blue Velvet, au tout début, nous avons une très belle vue de ville, puisque ça intéresse beaucoup Munch aussi. On entend le jet d'eau et puis la maman qui chante avec la radio américaine. Et en rasant l'herbe, nous voyons une oreille dans l'herbe. Il faudra à peu près 40 minutes pour savoir comment elle est arrivée là, mais vous n'avez qu'à regarder. Autoportrait. Autoportrait avec peinture en fait, c'est en Charlotte Corday, alors. Et il a la même posture un peu de crétin, Charlotte Corday. C'est pour ça que ça fait penser à la peinture américaine des années 1990, c'est-à-dire accentuer ce côté ridicule. Je vous remercie.